Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission prise dans les soubresauts du scandale du SAMU social. Bruxelles est aujourd'hui au pied du mur. Décumul, contrôle des rémunérations, de quelles règles la région doit-elle se doter pour améliorer la gouvernance? Ce sera le premier dossier de cette émission. Et puis on se plongera dans une classe de mécanique de l'Institut des Arts et Métiers. Et c'est la photographe Isabelle de Tournai qui nous y emmène. Mais je vous le disais, on commence tout de suite avec cet important dossier de la gouvernance avec vous, tous les trois. Merci d'être là. Alors, un groupe de travail est à l'œuvre depuis plusieurs mois maintenant au Parlement bruxellois pour améliorer la transparence. Premier dossier sur la table, revoir l'ordonnance de 2006, c'est-à-dire l'exigence de transparence qui s'étendrait, et de transparence sur les rémunérations, qui s'étendrait notamment aux ASBL. Alors, Alain Marron, vous êtes écolo. Est-ce que cette mesure, pour vous, va dans le bon sens? Elle aurait pu permettre d'éviter un scandale comme celui du SAMU social? Je ne sais pas si elle l'aurait évité, mais en tout cas, elle aurait permis d'éviter que le SAMU social oppose sans cesse qu'il est une ASBL privée et que dès lors, il n'a aucune information à donner concernant les rémunérations qui sont faites aux administrateurs, y compris si ces administrateurs sont mandataires comme M. Mayer et Mme Pereira. Or, c'est ça qui s'est passé, puisque pendant des mois, on a posé des questions. Moi, j'ai déposé les premières questions écrites dès février. Le gouvernement a posé des questions et le SAMU social a chaque fois opposé des fins de non-recevoir. Avec cette ordonnance, ce ne sera plus possible. Donc, bon départ. Pour vous, ça va dans le bon sens? Alors, ça va dans le bon sens, juste que simplement pour nous, ça ne va pas assez loin sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, la limite de rémunération à 150%, c'est-à-dire le fait qu'aucun mandataire ne puisse gagner plus qu'une fois et demie un salaire de député, c'est une bonne chose. On voudrait que, par exemple, les fonctions spéciales comme les chefs de groupe, les membres du bureau, des choses comme ça se soit inclus dedans. Or, c'est encore compliqué. On voudrait aussi que les mandataires doivent déclarer leurs revenus privés, comme ça se passe au niveau du Parlement européen. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'accord définitif là-dessus. Alors, on détaillera tout ça, mais peut-être juste pour terminer là-dessus, pour vous, c'est un bon départ, c'est sur ces points-là qu'il fallait commencer, c'est là-dessus aussi que vous insistez? Alors, l'aspect le plus important pour nous, c'est aussi les règles de cumul, ou plutôt l'obligation du décumul. Notre priorité politique principale en termes de gouvernance à ce stade, c'est celle-là. Empêcher qu'on ait par exemple un Parlement bruxellois qui soit constitué à un tiers d'échevins et de bourgmestres, en fait. Ça, pour nous, c'est un vrai problème. Je peux vous expliquer pourquoi. Eh bien, on y reviendra. Marc-Jean Guessel, déjà une première réaction, puisque vous êtes député bruxellois et bourgmestre, donc vous faites partie de cette assemblée de bourgmestres, en tout cas telle que décrite par Alain Marron. Absolument. Quelle est votre position? Vous ne partagez pas tout à fait la même position sur la question du cumul. Ah non, vous avez dit qu'on allait parler du cumul tout à l'heure, donc moi ce que je voudrais c'est réagir par rapport à la volonté de transparence. Je crois que ça va vraiment dans le bon sens, et d'ailleurs Rudy Vervoort l'avait expliqué qu'il était à l'origine de l'ordonnance de 2006 sur la transparence. Malheureusement, il y avait toute une série de domaines qui n'avaient pas pu être visés à cause des problèmes bucommunautaires, et c'est le cas de l'ASBL, SAMU social, qui avait donc échappé au radar et au contrôle. Donc en principe, donc voilà, donc c'est quelque chose qui va, si le texte en tout cas est voté comme être c'est dit. corrigé. Et d'après ce que je sais, le groupe de travail gouvernance avance bien sous la présidence de Charles Piquet. Donc il y a vraiment une volonté commune d'arriver. Et je lisais ce matin, j'imagine comme vous dans le soir, que Charles Piquet estime que le décumul c'est pour 2018. Donc tout le monde sera content. Oui, et vous? Alors moi, je ne me suis jamais caché qu'à titre personnel, je pense que... Alors on peut discuter du montant des rémunérations, est-ce qu'il faut les plafonner ou pas, mais je crois que dans une assemblée comme l'Assemblée régionale, avoir la présence de municipalistes est une bonne chose parce qu'on a une pratique du terrain qui est différente de quelqu'un qui est uniquement parlementaire. On apporte un autre point de vue. Je pense qu'on est plus proche de la pratique et qu'on évitera peut-être des législations quelquefois un peu prises en antichambre et qui sont sur le terrain extrêmement difficilement applicables. Et je peux vous donner quelques exemples, mais bon voilà. Donc ça, à mon avis, mon contradicteur ne sera pas d'accord. Vous pensez notamment à la question du stationnement, par exemple? Par exemple, où là, manifestement, il y a les bourgmestres qui ont un point de vue tout à fait différent. Alors on est tous d'accord sur le fait qu'il faut unifier le système de stationnement à Bruxelles, mais il y a des réalités locales dont on ne tient pas assez compte. Et donc, si on n'a plus de municipalistes dans l'entité régionale, dans le Parlement régional, j'ai peur qu'on aille vers des difficultés. Mais on les réglera. Avant de faire réagir Pascal Deluitte sur le sujet, Alain Marron, d'abord une réaction. En fait, le vrai problème, c'est que les institutions régionales sont en bonne partie
phagocytées par les intérêts communaux. Que les communes veuillent faire valoir leurs intérêts, c'est normal. Et qu'elles soient consultées, qu'elles se défendent, qu'elles donnent leur avis, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas lieu que les communes soient représentées à l'intérieur de la région, à l'intérieur du Parlement régional, voire même à l'intérieur du gouvernement régional. Donc pour vous, c'est un argument qui ne tient pas la route? Mais non, cet argument ne tient pas la route. Il est normal que les communes défendent leurs intérêts. Si les législations régionales sont inadaptées et que les bourgmestres ou des échevins le constatent, ok, ils utilisent tous les commissions consultatives, la conférence des bourgmestres, les institutions qui existent pour faire entendre leur voix, comme n'importe quelle autre institution. Vous imaginez la lourdeur, alors que maintenant on peut directement intervenir dans le débat. Alors et corriger le tir. Je crois que vous allez conserver vos numéros de téléphone des uns et des autres pour Pascal appeler les gens. là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu un peu le point de fixation, la question du cumul. On a entendu Charles Piquet effectivement ce matin annoncer que lui il avait fait son choix et qu'effectivement il était favorable si un texte devait effectivement aboutir sur ce sujet-là. On a entendu Philippe Clauze dire aussi qu'il allait renoncer à son mandat, qu'il renonçait à son mandat de député pour privilégier son poste de bourgmestre. Est-ce que le décumul, c'est effectivement indispensable pour une meilleure gouvernance? Je dirais qu'il n'y a pas d'avis unanime, bien sûr, parmi les gens qui étudient ça. À mon estime, c'est une voie dans laquelle il faut aller. C'est-à-dire que on peut trouver de manière générale des solutions intermédiaires en fonction de la taille de la commune, mais la vraie question qui se pose, c'est quel type d'assemblée on veut. Et en vérité, quand vous êtes dans une logique où des membres des exécutifs communaux peuvent cumuler un mandat d'exécutif communal avec un mandat de parlementaire, de fait, vous allez donner une tonalité à l'assemblée parlementaire qui va être une assemblée de mandataires d'exécutifs locaux. J'insiste bien d'exécutifs locaux. Ce qui est le cas aujourd'hui du Parlement bruxellois. Ce qui est largement le cas du Parlement bruxellois, du Parlement wallon, du Parlement fédéral. Donc c'est une réalité. Donc c'est vraiment pas une réalité nouvelle en Belgique, mais c'est la tonalité que vous donnez. Si vous avez l'ambition d'avoir une approche plus macro et plus générale du métier de parlementaire et de l'Assemblée parlementaire concernée, je crois que la logique c'est d'aller dans le décumul entre un mandat de parlementaire, parce qu'il faut bien préciser de quoi on parle quand on parle de décumul, un mandat de parlementaire et un mandat de chef de l'exécutif ou de membre de l'exécutif communal, voire, le cas échéant, d'autres exécutifs. Donc un député, un échevin, un député, un bourgmestre. Oui, parce que vous pouvez parfaitement imaginer un conseiller communal et un mandat de parlementaire. Ce qui est votre cas, par exemple. Voilà, donc quand on parle de mandat, même quand on parle de mandat unique, ça n'évacue pas un éventuel mandat de conseiller communal? Je pense qu'on aborde rhétoriquement et sémantiquement mal la question, parce que déjà la notion de mandat n'est pas si claire, mais ce qui me paraît une voie à emprunter, c'est de découpler la fonction de parlementaire de membre d'un exécutif d'une commune ou d'un exécutif éventuellement provincial, par exemple. Mais parce que, de fait, vous donnez, ça pose deux problèmes. C'est que vous donnez une tonalité à l'Assemblée parlementaire, et puis très souvent, après en Wallonie ou en Flandre, il y a des très petites communes, mais c'est vraiment pas le cas à Bruxelles. De fait, être membre d'un exécutif communal, c'est déjà une fonction qui vous prend du temps. Être parlementaire, c'est une fonction qui vous prend du temps. Faire les deux très convenablement, dans toutes les dimensions, ça me paraît difficile. Alors, ça impliquerait aussi un changement, si on allait vers le décumul, un changement de visage presque complet du Parlement bruxellois. Je dirais que c'est le deuxième intérêt d'envisager le décumul, c'est que vous ouvrez du point de vue du Parlement, c'est-à-dire vous ouvrez les portes à des visages et à des compétences nouvelles, et du point de vue des partis également, c'est-à-dire que vous ouvrez le parti et vous ouvrez les places au parti à d'autres visages, à d'autres compétences, à d'autres profils de parlementaires ou de membres de l'exécutif communal. Et dans un moment où le monde de la vie politique et le monde politique de manière générale est perçu avec défiance, tout ce qui peut concourir et contribuer à l'ouverture me semble une bonne chose. Ouais, peut-être une toute petite réaction là-dessus, Marc-Jean Guessel, puisque vous disiez que vous teniez, vous, à ce lien entre le niveau local et le niveau régional. L'ouverture qu'impliquerait justement un décumul? C'est incontestablement un aspect positif. Donc, comme l'a très bien dit Pascal Deluitte, je pense que dans les deux formules, on peut plaider le pour et le contre. Donc voilà. Donc moi, j'ai tendance à dire, et encore une fois, dans ce dossier-là comme dans d'autres, aujourd'hui, le problème qui met le cumul en avant n'est pas celui-là. Ce n'est pas les affaires qui sont sorties à Liège,
à Bruxelles qui sont à la base de la problématique du cumul. C'est encore un autre débat. Et ici, on pointe le cumul comme responsable de cette situation. Je ne crois pas du tout que c'est le cas. Je pense par contre qu'on travaillera autrement et on arrivera à d'autres solutions. Je crois que sur le plan pratique, ça posera peut-être d'autres difficultés, mais ça ouvrira d'autres voies. Donc on prendra le côté positif des choses. Alors peut-être pour essayer d'avancer et puis de pouvoir passer à d'autres dossiers, Alain Marron, sur la question du cumul, on entendait Marc-Jean Guessel qui disait Charles Piquet a décidé d'aller vers le décumul, donc ça veut dire qu'on y est, que c'est pour demain. On en est où finalement dans ce dossier-là? Alors c'est dans le groupe de travail gouvernance au Parlement bruxellois, c'est le dossier qui est le moins avancé. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de résistance dans tous les partis, sauf les écologistes, pour avancer vraiment et radicalement sur le décumul dès 2019. Plus au PS, hein. Alors, c'est très nouveau que le PS ait changé d'attitude. Au Congrès d'il y a encore 15 jours, il était question pour le PS de promouvoir le décumul à partir de 2024. Et les militants socialistes ont dit non, c'est trop tard. C'est vrai qu'il y a eu aussi la pression, notamment des jeunes militants socialistes. Oui. Mais en attendant, l'appareil du parti, lui, il voulait reporter le problème à plus tard. Et par ailleurs, la plupart des mandataires socialistes qui cumulent n'étaient pas pour arrêter ce cumul. Il faut quand même être clair. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour illustrer, c'est que quand je siège à la commission Affaires intérieures, ce qui ne m'arrive pas très souvent, celle où le Parlement contrôle ce que fait le gouvernement dans le rapport aux communes. Les rapports entre communes et régions, les subventions aux communes, les dotations aux communes, tout ça. Qui siège dans cette commission qui doit contrôler le travail du gouvernement régional et promouvoir les intérêts de la région? Essentiellement des bourgmestres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là alors qu'ils sont payés comme parlementaires régionaux, qui sont payés pour promouvoir les intérêts de la région. Ils sont en fait là d'abord pour vérifier que leur intérêt de leur propre commune, ou l'intérêt de leur propre commune soit préservé. Alors il faudra m'expliquer comment il se fait que cette commission-là spécifiquement est particulièrement phagocytée par les bourgmestres et les échevins. Ouais, réaction, Marc-Jean Guessel, c'est aussi une des questions qui se posent. Est-ce que les élus locaux sont là pour défendre leurs propres intérêts? C'est des affirmations qui ont pour nature de jeter le discrédit sur le travail que chacun fait. Or, M. Marron, comme il l'a dit, vient en affaires intérieures, il pose toutes les questions qu'il veut. C'est vrai que je suis membre de la commission affaires intérieures. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui concerne particulièrement les municipalistes et que je suis attentif. Vous pensez que je vais troquer en affaires intérieures un subside pour ma commune en échange d'une question dérangeante que je ne poserai pas au ministre-président ou à un autre ministre du gouvernement? Enfin, je trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts à un moment donné entre les intérêts régionaux et les intérêts locaux? Tout simplement. Question, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts à un moment donné entre les intérêts régionaux et les intérêts locaux? Alors, il y a des conflits, mais pas uniquement au Parlement. Il arrive que des communes assignent la région. Il y a par exemple, moi j'ai sur Forêt, un conflit avec la région sur la revendication qu'on fait sur le droit d'un terrain. Et on a été jusqu'en procédure d'appel avec la région, ce que je trouve regrettable, parce que c'est ce que j'explique à la région, c'est un pouvoir qui nous subventionne quand on a un déficit, et c'est dommage pour une commune de devoir aller en conflit devant l'ordre judiciaire pour régler un différend sur l'appartenance d'un terrain. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc ça ne m'empêche pas, évidemment, parce que j'ai une tutelle régionale, tout d'un coup, de ne pas défendre les intérêts de ma commune. C'est exactement la même chose au Parlement. J'ai jamais vu aucun bourgmestre, aucun mandataire local qui se taisait parce qu'il avait peur d'interpeller un membre du gouvernement. Ça n'existe pas. Pascal Deluit, c'est vrai quand on pose la question du décumul, on pense aussi alors à la question des rémunérations, du plafonnement des rémunérations. Et là aussi, il y a différentes pistes qui existent. Il y a celles qui existent aujourd'hui. Et vers quoi, selon vous, est-ce qu'il faudrait aller? Mais on l'a déjà dit, il existe une loi qui plafonne en principe à 150% le salaire à salaire d'un parlementaire. Cette loi est partiellement contournée puisque les fonctions spéciales ne sont pas comprises dans ces 150%. 150%, c'est déjà pas mal. Après, rien n'interdit, je dirais, d'améliorer la loi et d'y intégrer, par exemple, les fonctions spéciales, soit d'aller plus loin et d'aller vers une situation moins bénéfique, je dirais, pour les personnes concernées et d'aller, par exemple, sur la fonction d'un parlementaire, la rémunération d'un parlementaire, qui est une rémunération déjà très digne et très importante. Donc, mais voilà, elle n'est pas vraiment au cœur de l'actualité.
même si certains partis, le Parti socialiste a envisagé 100% dans les mesures qu'il a proposées. Ça n'a pas encore été validé par un congrès, mais ça a été envisagé à tout le moins. Donc, au moins, les pistes sont ouvertes. Alors, toute dernière chose à propos du cumul, et après, on passe à la suite des chantiers qui sont en discussion pour l'instant. Est-ce que une assemblée peut y aller toute seule, ou est-ce qu'on peut avancer de manière dispersée sur ce dossier-là, ou est-ce que les différents groupes risquent de s'attendre les uns les autres? Je dirais que fondamentalement et formellement, on peut y aller seul, bien évidemment, mais c'est un vrai problème de ne pas y aller de manière concertée. Parlement régional bruxellois, Parlement régional flamand, Parlement régional wallon et niveau fédéral. Parce que, bien évidemment, si vous introduisez, par exemple, une interdiction de cumul entre un mandat de bourgmestre et échevin et un mandat de parlementaire à l'échelle régionale, mais que celle-ci n'est pas d'application à l'échelle fédérale, vous voyez tout de suite les effets d'aubaine que vous créez. Et il faut bien le dire, la difficulté, c'est qu'à l'échelle fédérale, on est très peu de mordeurs dans la majorité parlementaire, singulièrement du côté flamand, parce que on voit qu'en Flandre, dans beaucoup d'acteurs politiques, médiatiques, sociaux, on regarde un peu de haut ce qui se passe en Wallonie et à Bruxelles, mais c'est pourtant de là que viennent les plus grands blocages pour avancer au niveau fédéral. On a même été, avec 2 interviews du président de la Chambre, Sixtric Bratt, demandant qu'on tolère les conflits d'intérêts, ce qui est quand même assez incroyable, je trouve. Donc malheureusement, au niveau fédéral, c'est plus que bloqué par rapport à ce qu'on observe au Parlement wallon et au Parlement régional bruxellois. Avec un impact potentiel sur les discussions chez nous aussi. Un impact très clair sur la question de la rémunération. C'est-à-dire que vous n'allez pas introduire des doubles standards en termes de Parlement fédéral, Parlement régional. Je crois que la logique, c'est d'essayer d'avancer de conserve. Et même si on veut avancer sur la notion du cumul, on le voit bien, s'il n'y a pas tendanciellement une même dynamique, il va y avoir, et ce serait d'ailleurs assez logique, dans les partis, une forme d'interpellation. Si certains échevins, certains bourgmestres siègent comme députés fédéral avec leur mandat scabinal ou leur mandat de bourgmestre, mais qui ne peuvent pas le faire à la région de Bruxelles-Capitale, il va y avoir quand même quelques soucis. Mais en même temps, rien n'empêche d'avancer au niveau bruxellois. Marc-Jean Guessel, pour revenir sur l'un des dossiers qu'on évoquait en début d'émission, qui concerne la transparence exigée, élargie aux ASBL communales, notamment, est-ce que ça pose, ou plutôt ça pose aussi la question du contrôle, parce qu'on a bien vu que l'ordonnance de 2006 avait largement été contournée, en tout cas par certains mandataires, notamment dans la déclaration des mandats. Comment est-ce qu'on va assurer ce contrôle ? Alors aujourd'hui, il est assuré au niveau communal, par exemple, par la secrétaire ou le secrétaire communal qui reçoit la liste des rémunérations de chaque mandataire qui siège également dans d'autres assemblées ou qui exerce d'autres mandats et vérifie le plafonnement. Ça, c'est un premier contrôle. Au niveau de la Cour des comptes, là, on fait simplement une déclaration, mais qui ne contrôle pas. Donc, on déclare simplement les mandats rémunérés et non rémunérés. Et alors, au niveau des partis, aussi, on a normalement un contrôle qui est effectué, mais qui échappe quelquefois, parce que on a bien vu, si un mandataire considère que l'institution qui lui procure un revenu est d'ordre privé, ce qui est le cas défendu dans le cas qui nous occupe, eh bien, il ne mentionne pas évidemment le montant de cette rémunération, à mon avis, sur sa déclaration, et donc ça échappe éventuellement au contrôle du parti. Alain Baron, ça c'est un des risques, c'est d'échapper au contrôle ? Oui, donc il va falloir... On a demandé à la ville de Bruxelles, en tout cas, un cadastre complet. Ils s'y sont engagés, mais on sera vigilant que le cadastre soit bel et bien complet sur le fait que toutes les structures dans lesquelles siègent les mandataires de la ville soient bien dans le cadastre et qu'on sache bien ce que fait chacun des mandataires et combien ils gagnent. Et donc il faudra imposer ça dans toutes les communes et au niveau régional et rendre ça public en fait. Ce qui permet de voir qu'il y a potentiellement des erreurs ou des oublis, c'est la publicité, le fait que des gens puissent le corriger, le voir, en parler. Voilà, donc le rendre obligatoire en termes de recueil d'informations et rendre public la donnée, c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose de fiable. Alors, la publicité a déjà lieu sur Cumuléo notamment. Oui, mais Cumuléo est un site privé et ça ne va pas. Il faut qu'un organisme public le fasse. Il se fait que Cumuléo, c'est lui-même, a lui-même saisi. Personne n'a de problème avec ça, avec cette transparence. Non, mais alors, est-ce qu'il faudrait un organisme de type public qui endosse effectivement le travail que fait Cumuléo ? Peut-être la Cour des comptes. Je crois que c'est une demande d'ailleurs du Parti socialiste que la Cour des comptes s'en charge, qui serait logique. Mais le problème, c'est que
Là, c'est le fédéral qui doit marquer son accord parce que la Cour des comptes dépend du fédéral. Pascal Léluit? Moi, je crois qu'effectivement, la logique, c'est que ce soit la Cour des comptes. D'abord parce qu'elle a une compétence et une expertise reconnue. Elle n'est pas d'emblée suspecte d'un avis dans un sens ou d'un avis dans un autre sens, ou en tout cas d'être plus tolérante ou moins tolérante. Donc, à mon avis, dans une négociation avec le niveau fédéral, la Cour des comptes pourrait s'en charger, et avec une logique à la fois de transparence, mais pas de voyeurisme. Donc, de ce point de vue-là, moi, il me semble que la Cour des comptes est l'institution la plus adaptée à ce contrôle. En ayant en tête que le cadastre doit être fait, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que, et en Wallonie, et en Flandre, et à Bruxelles, on a encore aujourd'hui énormément de problèmes de cadastre, c'est-à-dire qui siège où et avec quelle rémunération. Vous avez entendu le ministre des Pouvoirs locaux wallon dire que son cadastre serait incomplet 4 mois après l'avoir lancé. Ça montre où on en est, quoi. Et ça montre toute la question, effectivement, de l'importance du contrôle et la difficulté, effectivement, du contrôle et du suivi. En amont, pour qu'il y ait un contrôle, il faut déjà l'information, parce qu'il faut l'information pour pouvoir contrôler l'effectivité et la réalité des faits. Il faut nécessairement un travail en amont. Et donc, il faut penser à la sanction aussi. À partir du moment où des personnes font des fausses déclarations et qu'elles les ont faites intentionnellement, alors il faut un système de sanction aussi. Très bien, merci à tous. Il ne faut pas hésiter à appliquer. Merci en tout cas à tous les trois, et on sait que le dossier est important et qu'il n'est pas terminé. Et je rappelle d'ailleurs que demain a lieu la première audition en commission des affaires sociales avant la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur le SAMU social, et que ce sera à suivre en direct sur nos antennes à partir de 9h30. Merci à tous les